Donc à 11h07, je vous le disais, plusieurs prisons attaquées et visées cette nuit par des incidents de véhicules ou des tirs d'armes automatiques. Je vais vous lire la réaction de Gérald Darmanin et de Bruno Retailleau. Europe 1, Pascal Praud. Comme la prison de Toulon qui a été visée la nuit dernière, des véhicules sont brûlés, des coups de feu sur les portes d'établissements. Ça dit quand même beaucoup de notre société. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, doit se rendre cet après-midi au centre pénitentiaire de Toulon pour apporter son soutien aux agents sur place. Selon une source proche du dossier, tout cela semble coordonné et manifestement en lien avec la stratégie contre le narco-banditisme du ministre qui, ce matin, annonçait de nouvelles prisons et des prisons préfabriquées. Alors, qu'a dit monsieur Darmanin? Des établissements pénitentiaires font l'objet de tentatives d'intimidation allant de l'incendie de véhicules à des tirs à l'arme automatique. Je me rends sur place à Toulon pour soutenir les agents concernés. La République est confrontée au narcotrafic et prend des mesures qui vont déranger profondément les réseaux criminels. Elle est défiée et saura être ferme et courageuse. Voilà ce qu'a écrit à 10h45. Vous voyez, il y a une vingtaine de minutes, voilà ce qu'a écrit Gérald Darmanin. Et dans le même temps, Bruno Retailleau, à 11h01, donc il y a également 7 minutes, il a écrit « Cette nuit, plusieurs attaques inacceptables ont visé des personnels et des biens de l'administration pénitentiaire. Je condamne fermement ces actes et j'ai donné cette nuit instruction au préfet aux côtés des services de police et de gendarmerie de renforcer sans délai la protection des agents et des établissements. Je veux dire mon soutien aux agents de l'administration pénitentiaire pris pour cible par des voyous. La réponse de l'État devra être implacable. Ceux qui s'en prennent aux prisons et aux agents ont vocation à être enfermés dans ces prisons et surveillés par ces agents. » Donc voilà ce qu'ont écrit immédiatement, réponse forte en tout cas en parole, de monsieur Darmanin et de monsieur Retailleau. On est avec Wilfried Fonck, secrétaire national UFAP UNSA Justice. Bonjour Wilfried Fonck. Bonjour Pascal. Et je disais, c'est très symptomatique de notre époque. On annonce la construction de prisons, on annonce une bataille contre les narcotrafiquants et il y a des intimidations qui sont produites sur les prisons françaises. Disons que de toute façon, au niveau de l'UFAP, on s'attendait à un moment donné qu'il y ait des réactions, parce qu'on ne pouvait pas laisser ça... quelque part, on savait que ça allait réagir de l'autre côté. On veut durcir d'un côté les régimes de détention concernant les narcotrafiquants, on construit des places supplémentaires de prison parce qu'on durcit la politique pénale. Donc voilà, en face, la voyoucratie a décidé de réagir, parce que là, il est évident que c'est des actions coordonnées. On avait déjà eu une alerte il y a 10 jours sur le centre pénitentiaire de Bordeaux. On en a eu encore ce week-end à l'école de nationale d'administration pénitentiaire à Agen et au centre pénitentiaire de Réau en Ile-de-France. Et puis hier, on est arrivé à cette action coordonnée sur différentes structures. Bon, est-ce que vous avez le sentiment que quand même que la réponse politique, à la fois de Bruno Retailleau et de Gérald Darmanin, montre qu'il y a une volonté, au moins par les mots, d'aller au combat, si j'ose dire? Disons que là, en tout cas, ne serait-ce qu'en parole, effectivement, il y a des réactions fortes. Derrière, c'est lié aussi, nous, à la pression qu'on leur a mis depuis ce matin, parce qu'on les a pas lâchés et on attend effectivement de leur part une réaction et une action conjointe pour assurer la sécurité des domaines pénitentiaires, des établissements et surtout des personnels. Donc maintenant, au-delà des paroles, on attend que ça se concrétise effectivement sur le terrain. Et qu'est-ce que vous attendez précisément ? Disons que là, il va falloir que les forces de l'ordre soient visibles, présentes, que ce soit la prise de service ou en fin de service, et aussi de manière beaucoup plus globale, on va dire quasiment 24 heures sur 24, parce que aujourd'hui, l'administration pénitentiaire n'a pas la ressource ni les moyens pour pouvoir assurer ces missions-là. Alors, toutes les hypothèses, évidemment, sont étudiées. Il y a des slogans anarchistes retrouvés sur certains sites. On ne sait pas, évidemment, qui a visé ces prisons. Est-ce que ce sont des narcotrafiquants? Est-ce que ce sont des hommes politiques, pas des hommes politiques, d'ailleurs, des militants politiques qui instrumentalisent cette situation? L'enquête le dira sans doute. Est-ce que vous avez une idée, Wilfried Fonck? Alors, on a bien vu pendant les débats sur la loi narcotrafic à l'Assemblée nationale que
on va dire, la gauche de l'hémicycle était plutôt opposée à ce genre de choses et qu'on sait également que les mouvances anticarcérales sont plus à gauche qu'à droite. Ça, c'est une certitude. Maintenant, est-ce qu'il n'y aurait pas non plus, autre hypothèse, une convergence d'intérêts, c'est-à-dire que quelque part entre le crime organisé qui souhaite réagir et les mouvances anarchistes qui souhaitent sortir du bois, parfois les convergences d'intérêts font qu'on arrive finalement à des actions communes. Bon, on va marquer une pause et vous restez évidemment quelques instants avec nous parce que c'est un sujet qui nous passionne et qui nous inquiète. À tout de suite, 11h12 sur Europe. Justice. Plusieurs prisons attaquées, visées cette nuit par des incendies de véhicules ou des tirs d'armes automatiques. On est effectivement avec Wilfried Fonck, il est secrétaire national de ce syndicat, Union fédérale autonome pénitentiaire, qui prend en charge le personnel pénitentiaire qui est durement touché, durement impacté par ce qui se passe dans les prisons, parce que c'est dur d'être au contact permanent de ces criminels. Est-ce que vous avez senti une tension nouvelle depuis que le gouvernement affiche cette volonté de batailler contre les narcotrafiquants ? Alors pour le moment, à l'intérieur des détentions, on n'a pas remarqué de tensions supplémentaires. C'est-à-dire qu'on a effectivement des tensions qui existent d'origine, parce que le fait d'enfermer des êtres humains, forcément, ça crée des tensions. Mais là, aujourd'hui, avec la surpopulation carcérale, ces tensions sont exacerbées. Pour autant, on n'a pas encore de prémices, pour le moment, de réaction suite aux décisions gouvernementales de durcir les régimes pour les narcotrafiquants. Bon, et sur le fond, vous êtes associé par exemple à la construction de ces prisons en préfabriqué, nous dit-on. Alors le mot préfabriqué, il fait toujours un peu peur. On se dit, est-ce que ça va être suffisamment solide ? Les prisons réclament quand même, j'imagine, une construction très précise. Est-ce que vous avez des informations à nous donner là-dessus ? Alors, nous avons eu l'opportunité d'accompagner le garde des Sceaux dans sa visite en Allemagne du site pénitentiaire de Strobin, et où on a pu effectivement constater la manière dont s'organisait un dispositif en préfabriqué. Alors, pour être très clair avec les auditeurs, le préfabriqué, ce ne sont pas des baraques de chantier. Aujourd'hui, ce sont véritablement des structures qui sont en béton, ce sont des blocs qui s'empilent les uns sur les autres, ou que l'on peut aligner les uns à côté des autres, qui pèsent environ chacun entre 30 et 33 tonnes. Donc c'est quelque chose de particulièrement solide. On dit préfabriqué parce qu'ils sont montés en fait en amont en usine pour pouvoir permettre des gains de temps en matière de construction. Donc pour l'heure, en tout cas, l'UFAP n'est pas défavorable à l'idée de ces prisons modulaires. Maintenant, restera à déterminer surtout les critères de choix des détenus qui vont y être affectés, parce qu'il est bien évident qu'il n'est pas pensable d'y mettre des individus dangereux ou appartenant à des organisations criminelles ou à des organisations terroristes. Alors c'est vrai, je le dis, ce mot préfabriqué renvoie effectivement à cet univers parfois de baraques de chantier. Vous avez bien fait de préciser que ce n'était pas le cas, et de préciser également que ces prisons ne seraient pas pour les criminels les plus dangereux. Nous sommes d'accord. En tout cas, c'est l'objectif qui est fixé par le ministre. Après, on a toujours, nous, en tout cas, une petite réserve et une grande vigilance sur la manière dont l'administration pénitentiaire va mettre en œuvre ce nouveau dispositif, parce qu'on sait très bien qu'il y a toujours des petits accommodements pour continuer à acheter la paix sociale à l'intérieur des détentions. Merci beaucoup. À 11h18, Wilfried Fonck, vous êtes secrétaire national UFAP UNSA Justice. Merci d'être intervenu aussi rapidement ce matin. 11h-13h sur Europe 1. Pascal Praud. Alors on est avec Frédéric Ploquin à présent, spécialiste du grand banditisme, auteur du livre Braqueur, mercenaire, aventurier, qui est apparu il y a quelques semaines et que vous pouvez toujours acheter, pourquoi pas, en librairie. Ça s'appelle avec Jean-Louis Rizza, braqueur, mercenaire, aventurier, de l'OAS au grand banditisme. Donc vous pourrez effectivement lire cette confession de Jean-Louis Rizza. Mais Monsieur Ploquin, c'est pas pour cela que vous êtes venu à notre micro, c'est pour imaginer qui a pu viser cette nuit ces prisons. Aucune piste n'est écartée. Et pourquoi pas même des militants politiques, puisque des slogans anarchistes ont été retrouvés sur certains sites. Monsieur Ploquin, bonjour. Bonjour.
Écoutez, oui, imaginez, non, mais essayez d'analyser un petit peu ce que ça peut être. Si vous voulez, c'est une action coordonnée sur un certain nombre de points du territoire en même temps, simultanément, enfin non, sur plusieurs jours, d'ailleurs, étalée sur plusieurs jours. C'est donc une action coordonnée qui vise des établissements, je sais, pour citer quelques-uns, à Villepinte, Nanterre, Marseille, Toulon, et puis aussi, je ne sais pas si ça a été rendu public jusqu'à présent, je ne crois pas, mais aussi l'École nationale de l'administration pénitentiaire, à côté, dans la région de Pau, a été ciblée également à 2 reprises. Donc le fait que ce soit une action coordonnée de ce type-là me fait plutôt, moi, pencher vers une piste politique. Je vais vous dire pourquoi. C'est que nos organisations, le narco-banditisme, nos organisations mafieuses, elles sont très éclatées. Elles sont pas coordonnées, elles n'ont pas encore, heureusement pour nous, de plateforme commune d'échange et de communication, ni d'assemblée générale pour dire, bon, allez, là, on planifie, on attaque les prisons, etc. Donc, il se peut que des gangsters, des voyous se greffent sur un mouvement comme ça, sortent des kalachnikovs et passent à l'action parce que il y a le mouvement qui démarre. Mais pour moi, comme ça, à première vue, on n'a pas encore d'informations extrêmement gravées dans le marbre. À première vue, ça ressemble plutôt à une action politique et je vais vous dire pourquoi elle démarre et pourquoi à l'ultra-gauche, en gros, la prison, c'est le chiffon noir ou le chiffon rouge qu'on agite depuis très 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 longtemps. Les actions de l'extrême gauche, c'est depuis très longtemps fait une spécialité, l'ultra-gauche plutôt, c'est fait une spécialité de l'attaque des quartiers d'isolement, à l'époque des QHS, il y a eu la grande époque où avec Jacques Mérine et derrière, dehors, un certain nombre de militants, les QHS étaient critiqués à longueur de journée et attaquaient les quartiers d'isolement de haute sécurité, on appelait ça, qui ont été supprimés depuis. Et là, il y a un momentum politique, il y a un moment politique où on voit bien que Gérald Darmanin, ministre de la Justice, est en train de restaurer quelque chose qui ressemble à ce que furent les quartiers de haute sécurité et ces quartiers d'isolement avec des conditions carcérales très dures, destinées justement à empêcher les narcobandits, les narcotrafiquants de continuer leurs activités criminelles depuis la prison. Donc on voit bien qu'il y a un momentum politique et que dans la logorée de l'ultra-gauche, ces projets sont une cible potentielle et ça expliquerait pourquoi ils attaquent l'école, la formation et en même temps les établissements. Je vais vous rajouter une chose, je vais vous dire une chose, parce que quand les trafiquants de stupéfiants attaquent les prisons, en général, c'est pour libérer un camarade, un complice. C'est pas juste comme ça. En général. Donc c'est ça qui me fait pencher vers cette thèse. Donc c'est intéressant effectivement de vous écouter. Frédéric Ploquin est avec nous, 11h22 sur Europe 1, et c'est vrai, la thèse qu'il développe sur ces prisons attaquées ne sont pas tant des narcotrafiquants que des militants politiques. Alors les QHS, vous rappelez que c'était sous l'époque de Mesrine. Je pense que les QHS ont dû être supprimés par Robert Badinter, peut-être en 81. Exactement, en fait, c'était des conditions d'isolement drastiques. Je me souviens même qu'à l'époque, il y avait, je crois que les auditeurs ne le savent pas, tout le monde a oublié, mais comme je suis un peu un spécialiste du gourmandisme, je me souviens très bien, qu'il y avait en Lozère, à Mende à l'époque, un établissement ultra sécurisé comme ça, où on mettait les Jacques Mérine et compagnie, et où en gros, il y avait des conditions de vie extrêmement dures. Enfin, quand je dis extrêmement dures, il y avait des coups qui partaient à tout bout de champ, etc. Et donc c'est dans cette époque-là, c'est dans ce creuset politique, on va dire, qu'est née la lutte contre les QHS, qui a vu s'associer des grands voyous, des grandes figures du gourmandisme et l'ultra-gauche française. C'était même avant l'apparition du groupe Action Directe. C'était l'extrême gauche de l'époque qui faisait de la lutte contre les conditions d'isolement très dures un espèce de drapeau comme ça. Je crois qu'il y avait François Besse également qui était avec Mesrine, qui était très en pointe là-dessus. Et puis après, effectivement, il y a eu Action Directe avec Bénigon, Jean-Marc Rouillant. Et le journal Libération aussi. Le journal Libération, c'est
s'est créé aussi un petit peu comme ça contre CQHS. Donc c'était toute une époque, les années 60, la fin des années 70. Et c'est effectivement, vous avez raison, Robert Badinter ensuite qui modifie les règles et adoucit complètement, on va dire, les conditions d'incarcération. C'est à cette époque-là que on arrête les fameux droguets. Je ne sais pas si vous vous souvenez des droguets, c'est des tenues en toile de jute qui étaient obligés de porter tous les détenus, et on les laisse, on laisse rentrer les vêtements, puis ensuite les télévisions, puis ensuite vous connaissez la suite. Bon, écoutez, merci évidemment de ces précisions. La lutte va être dure, la lutte culturelle. Alors, on a ce sentiment qu'aujourd'hui, de toute façon, on a le sentiment, je ne sais pas si c'est une réalité, que l'extrême gauche est beaucoup plus puissante aujourd'hui, beaucoup plus active. Non pas qu'elle était dans les années 70, parce que dans les années 70, elle l'était. On se souvient des Brigades Rouges, on se souvenait de la bande à Bader. Il y avait le patron des patrons allemands qui s'appelait Hans-Martin Schleyer, de mémoire, qui avait été retrouvé dans une Mercedes. Il y a évidemment Aldo Moro qui avait été tué. Mais on a eu le sentiment peut-être que dans les années 90 ou 2000, cette extrême gauche était moins puissante, moins active, et qu'elle revient aujourd'hui au cœur de l'actualité politique. Je rappelle juste deux cibles récentes qui vont dans le sens de ce que vous dites. Je vous rappelle quand même les attaques qui ont visé à une époque les lignes à grande vitesse et les TGV, avec des sabotages. Et je rappelle également les sabotages coordonnés et organisés d'un certain nombre de moyens d'antennes de transmission, de relais de transmission, notamment dans la région de Grenoble, qui est un peu un bastion de cette ultra-gauche. C'est pour ça que je pense à ça. Mais évidemment, restons prudents et laissons ouvertes à toutes les portes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les trafiquants de stupéfiants sont de grands opportunistes, et potentiellement, ils peuvent tout à fait se greffer sur un mouvement comme ça, sortir la Kalachnikov et dire, bon, allez, ils attaquent l'ENAP, ça s'appelle l'école nationale, ils attaquent à Nanterre, à Villepinte, mais nous, on va rajouter une rafale de Kalachnikov, parce que la Kalachnikov, en revanche, c'est pas un outil qu'on voit traditionnellement dans ces mouvements-là, même pas du tout. Donc c'est pour ça que je pense qu'un mix est possible. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Frédéric Ploquin. Et je rappelle, ça doit être votre dernier ouvrage, Jean-Louis Rizza, braqueur, mercenaire, aventurier. Paru il y a 3 semaines, absolument. De l'OAS au grand banditisme. Des révélations incroyables d'un vieux voyou qui, à 72 ans, dit bon, je vais me libérer, je vais parler, et qui dit tout sur un certain nombre de services qu'il a rendus à nos services de renseignement. Bon, écoutez, vous viendrez nous en parler, bien évidemment, sur les antennes d'Europe 1 ou de CNews. Il est 11h26, on marque une pause. Merci d'être